On poursuit ce Lex Inside, on parle du cumul mandat social contrat de travail avec mon invité Camille Cournot, avocate chez Moncey. Camille Cournot, bonjour. Bonjour Arnaud. On va aborder ensemble le cumul mandat social contrat du travail. Pour commencer, quels sont les avantages pour un dirigeant de cumuler un mandat social avec un contrat de travail ? Alors d'abord, en général, les dirigeants sont contents parce que c'est intellectuellement assez riche d'avoir un statut de dirigeant où on dirige, on préside, on gère une entreprise, un business, et des fonctions par ailleurs plus techniques, plus spécialisées. Et puis par ailleurs, ça leur permet d'avoir deux statuts juridiques qui sont autonomes. Donc on a l'application du droit commercial pour le mandat social et l'application du Code du travail pour les fonctions salariées. Donc c'est vrai que habituellement, le Code du travail est plus favorable que celui du Code de commerce, ce qui permet aux dirigeants qui sont mandataires de bénéficier d'avantages sociaux. Par exemple, on a les congés payés, tout le dispositif de la convention collective de branche qui s'applique à la société. On a également l'épargne salariale qui n'est pas à négliger, donc par exemple l'intéressement, la participation, la prime de partage de la valeur, l'épargne retraite. Et puis, tout simplement, ce dont on parle le plus souvent aussi, c'est la rupture du contrat de travail, puisque les mandataires sont en général soumis au principe de révocation ad notam, ce qui veut dire qu'ils peuvent être révoqués immédiatement et sans motif, alors que le Code du travail prévoit un dispositif plus spécifique pour les ruptures, avec une cause réelle et sérieuse, et puis une indemnisation. Alors, pour que le cumul soit valable, il y a certaines conditions. Quelles sont-elles ? Alors, il y en a 4. Qui sont communes à globalement toutes les situations de cumul mandat social contrat de travail. La première, c'est d'avoir des fonctions qui sont techniques, réelles et distinctes de celles du mandat social. C'est vraiment deux dispositifs séparés. On peut par exemple être dirigeant, enfin directeur général, et être directeur de R&D ou directeur juridique. Deuxième critère, c'est la rémunération. Parce que quand on est mandataire social, on peut ne pas être rémunéré au titre de son mandat social. En revanche, quand on a un contrat de travail, il faut toujours une rémunération. Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est évidemment le lien de subordination, qui est le grand critère du droit du travail. Donc ça veut dire que vous devez, en tant que salarié, donc dans vos fonctions salariées, avoir une subordination avec la société qui vous emploie et dans laquelle vous êtes dirigeant. C'est d'ailleurs le critère qu'on a le plus de mal à remplir ou qui est le plus souvent difficile à matérialiser. Et le quatrième critère, c'est un critère général en droit qui est éviter la fraude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une situation de cumul juste pour justement éviter l'application du principe de révocation ad notum et où s'accorder la protection du Code du travail. Alors, est-ce que ce cumul que vous venez de définir peut être fait dans différents types de sociétés, dans tous les types de sociétés, ou est-ce qu'il y a certains types qui sont plus concernés que d'autres ? Alors, il y a des sociétés où, en plus des 4 critères dont on a parlé, on a des critères spécifiques qui s'ajoutent, un peu plus techniques. Donc, par exemple, dans les sociétés anonymes avec un conseil d'administration, il y a 2 critères supplémentaires pour bénéficier d'un cumul valable. C'est avoir un contrat qui est antérieur à votre nomination de membre du conseil d'administration. Et par ailleurs, c'est la règle du tiers. Alors la règle du tiers, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que tous les membres du conseil d'administration en fonction qui disposent d'un contrat de travail, en plus de leur mandat, ne peuvent pas représenter plus d'un tiers des membres du conseil d'administration en fonction. Cette règle du tiers, on la retrouve aussi dans les conseils de surveillance des sociétés anonymes. On voit également des règles en SARL, où là, le gérant ne peut pas cumuler un contrat de travail lorsqu'il est par ailleurs associé majoritaire ou égalitaire. On comprend bien la logique du code là-dessus, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de subordination si vous êtes associé majoritaire, gérant de la société. Bien sûr. Et on retrouve cette même logique. Ce n'est pas une interdiction à proprement parler, mais vous voyez dans les sociétés unipersonnelles, par exemple les SASU ou les EURL, où il y a un seul associé ou actionnaire, quand le gérant ou le président est le seul actionnaire de la société, il ne peut pas avoir la troisième casquette de salarié puisqu'il n'y a pas de lien de subordination. D'accord. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure les conditions du cumul. Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas ces conditions ? Alors, habituellement, quand la société et le dirigeant font l'analyse de la situation, ils trouvent un commun accord. C'est-à-dire que habituellement, le contrat est souvent antérieur au mandat et la question se pose à l'occasion de la nomination en tant que mandataire social. Donc, en bonne intelligence, il y a plusieurs options. Soit
Conséquence numéro 1, qui est assez automatique si aucune décision différente n'est prise entre les parties, c'est la suspension automatique du contrat de travail. D'accord. Donc le mandat va se poursuivre et le jour où le mandat s'arrête, le contrat de travail qui avait arrêté de vivre va reprendre vie et recommencer. Mais les parties peuvent aussi négocier ce qu'on appelle une novation, c'est un petit peu plus rare, c'est en fait une sorte de transformation magique du contrat de travail en mandat social, ou simplement se mettre d'accord sur la fin du contrat de travail. Parfois, en revanche, on voit des situations où les parties décident de, je dirais, forcer le cumul malgré une incertitude sur sa validité. Et là, on peut se retrouver dans des situations qui sont plus difficiles à gérer a posteriori. Par exemple, dans les sociétés anonymes avec un conseil d'administration, là où on a le critère d'antériorité du contrat de travail, si vous forcez le cumul, c'est-à-dire que le contrat de travail n'était pas antérieur à la nomination de membre du conseil, ce qui se passe, c'est que le contrat est valable, mais le mandat social, lui, est nul. Ce qui pose des questions d'engagement de la responsabilité de la société, de sa représentation. Et à l'inverse, quand le contrat est antérieur, mais qu'on force le cumul, alors qu'on n'est pas dans 100% des clous des critères, le risque, c'est surtout pour le mandataire. Parce qu'en fait, il risque, s'il est licencié, de ne pas bénéficier du chômage auprès de Pôle emploi devenu France Travail. Et par ailleurs, la société, bon, c'est assez rare, mais la société pourrait techniquement lui demander de rembourser les salaires qu'il a perçus au titre de son contrat de travail qui n'auraient pas dû exister. Alors, pour éviter de tomber dans ces conséquences que vous venez de décrire, quelles sont les précautions à prendre pour réussir son cumul? La recette du cumul. Alors, il y en a plusieurs, mais la première, c'est vraiment de créer une fiche de poste. C'est un petit peu contre-intuitif quand on parle de dirigeant, mais c'est vraiment nécessaire. Donc, c'est une fiche de poste sur laquelle on travaille, qu'on annexe au contrat de travail et qui définit les grandes fonctions. Ce n'est pas toutes les fonctions, mais c'est les grandes lignes directrices du poste et qui doivent être du coup plus réduites et plus techniques que celles du mandat social. La deuxième recommandation, c'est le montant de la rémunération. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, non pas comme un mandataire ou dirigeant avec les responsabilités que ça implique, mais bien selon les fonctions du salarié, selon le secteur dans lequel la société intervient et quels sont les usages de rémunération. Puisque si c'est trop élevé ou dérisoire, on peut se poser la question de la validité du cumul. Bien sûr. La troisième recommandation, c'est de nourrir le lien de subordination et sa preuve. Tous les salariés en général ont une évaluation annuelle. Du coup, le dirigeant qui est salarié devrait en avoir une. Même chose, en général, les salariés demandent une autorisation pour validation de leur congé payé. Ça devrait être également formalisé pour les dirigeants. D'accord. Voilà, ce genre de choses. Comment la jurisprudence traite justement les cas de cumul qui ne respectent pas les conditions que vous avez décrites tout à l'heure? En général, c'est des cas de nullité, donc qui ont des sanctions, enfin qui ont des conséquences pécuniaires, surtout pour le mandataire. D'accord. Donc, les mandataires ont vraiment intérêt à s'interroger sur la validité de leur cumul. Pas parce que les sociétés les pousseraient à faire un cumul illicite, mais simplement parce qu'en général, c'est fait dans leur intérêt et si ça ne produit pas ses fruits, c'est vraiment problématique. Mais dans des cas où il n'y a pas de cumul possible, typiquement parce que les critères ne sont pas valables ou parce que ça n'est pas l'ambition de la société et du mandataire, il est possible de prévoir une sorte de statut aménagé pour les dirigeants qui leur apporte un petit peu plus de confort sans être salariés pour autant. D'accord. Dans ce cas-là, ce qu'on voit en ce moment en cours de négociation, parce que c'est vraiment des sujets de négociation entre la société et le dirigeant, ça va être des assurances privées contre la révocation, c'est-à-dire un peu comme le chômage. La société va cotiser une assurance, ça vaut avantage en nature pour le mandataire, et en cas de révocation, il bénéficie d'une allocation pendant une certaine période de temps. On voit aussi pas mal de demandes d'indemnité de révocation, ça c'est un peu la nouveauté en ce moment, et ça permet au mandataire d'obtenir une compensation, un peu comme le licenciement. Et si on a des inquiétudes particulières, on peut faire ce qu'on appelle un rescrit auprès de France Travail pour vérifier la validité du cumul, ce qui engage France Travail sur les droits à chômage. D'accord. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud, au revoir. Tout de suite, on continue dans la troisième partie. On va parler devoir de vigilance.